Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vous embarque dans les profondeurs des océans et ses mystères grâce à Jules Verne, puisque nous allons continuer la lecture de 20 000 lieues sous les mers. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, lâchez vos avis, vos commentaires, vos idées. N'hésitez surtout pas, nous allons passer à la lecture. Voyez, en ce moment, il est 10 h du matin. Parfaitement. Autre application de l'électricité, ce cadran suspendu devant nos yeux sert à indiquer la vitesse du Nautilus. Un fil électrique le met en communication avec l'hélice du loch. Et son aiguille m'indique la marche réelle de l'appareil. Et tenez, en ce moment, nous filons avec une vitesse modérée de 15 000 à l'heure. C'est merveilleux, répondis-je. Et je vois bien, capitaine, que vous avez eu raison d'employer cet agent qui est destiné à remplacer le vent, l'eau et la vapeur. Nous n'avons pas fini, monsieur Aronnax, dit le capitaine Nemo en se levant. Et si vous voulez me suivre, nous visiterons l'arrière du Nautilus. En effet, je connaissais déjà toute la partie antérieure de ce bateau sous-marin, dont voici la division exacte. En allant du centre à l'éperon, la salle à manger de 5 mètres, séparée de la bibliothèque par une cloison étanche, c'est-à-dire ne pouvant être pénétrée par l'eau, la bibliothèque de 5 mètres, le grand salon de 10 mètres, séparé de la chambre du capitaine par une seconde cloison étanche, la dite chambre du capitaine de 5 mètres, la mienne de 2,50 mètres, et enfin un réservoir d'air de 7,50 mètres qui s'étendait jusqu'à l'étrave. Total, 35 mètres de longueur. Les cloisons étanches étaient percées de portes qui se fermaient hermétiquement au moyen d'obturateurs en caoutchouc. Et elle assurait toute sécurité à bord du Nautilus, au cas où une voie d'eau se fût déclarée. Je suivis le capitaine Nemo à travers les coursives, situées en abord, et j'arrivai au centre du navire. Là se trouvait une sorte de puits qui s'ouvrait entre deux cloisons étanches. Une échelle de fer cramponnée à la paroi conduisait à son extrémité supérieure. Je demandai au capitaine à quel usage servait cette échelle. Elle aboutit au canot, répondit-il. « Quoi ? Vous avez un canot ?» répliquai-je, assez étonné. « Sans doute. Une excellente embarcation, légère et insubmersible, qui sert à la promenade et à la pêche. Mais alors, quand vous voulez vous embarquer, vous êtes forcé de revenir à la surface de la mer. » Aucunement. Ce canot adhère à la partie supérieure de la coque du Nautilus et occupe une cavité disposée pour le recevoir. Il est entièrement ponté, absolument étanche et retenu par de solides boulons. Cette échelle conduit à un trou d'homme percé dans la coque du Nautilus qui correspond à un trou pareil percé dans le flanc du canot. C'est par cette double ouverture que je m'introduis dans l'embarcation. On referme l'une, celle du Nautilus. Je referme l'autre, celle du canot. Au moyen de vis de pression, je largue les boulons et l'embarcation remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer. J'ouvre alors le panneau du pont, soigneusement, clos jusque-là. Je mate, je hisse ma voile, ou je prends mes avirons, et je me promène. Mais comment revenez-vous à bord ? Je ne reviens pas, monsieur Aronnax, c'est le Nautilus qui revient. À vos ordres ? À mes ordres. Un fil électrique me rattache à lui. Je lance un télégramme et cela suffit. En effet, dis-je, grisé par ces merveilles, rien n'est plus simple. Après avoir dépassé la cage de l'escalier qui aboutissait à la plateforme, je vis une cabine longue de 2 mètres, dans laquelle Conseil et Ned Land, enchantés de leur repas, s'occupaient à le dévorer à belles dents. Puis une porte s'ouvrit sur la cuisine, longue de 3 mètres, située entre les vastes cambus du bord. Là, l'électricité, plus énergique et plus puissante que le gaz lui-même, faisait tous les frais de la cuisson. Les fils, arrivant sous les fourneaux, communiquaient à des éponges de platine une chaleur qui se distribuait et se maintenait régulièrement. Elles chauffaient également des appareils distillatoires qui, par la vaporisation, fournissaient une excellente eau potable. Auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain confortablement disposée et dont les robinets fournissaient l'eau froide ou l'eau chaude à volonté. À la cuisine succédait le poste de l'équipage, long de 5 mètres, mais la porte en était fermée et je ne pus voir son aménagement, qui m'eût peut-être fixé sur le nombre d'hommes nécessité par la manœuvre du Nautilus. Au fond,
s'élevait une quatrième cloison étanche qui séparait ce poste de la chambre des machines. Une porte s'ouvrit et je me trouvais dans ce compartiment où le capitaine Nemo, ingénieur de premier ordre, à coup sûr, avait disposé ses appareils de locomotion. Cette chambre des machines, nettement éclairée, ne mesurait pas moins de 20 mètres en longueur. Elle était naturellement divisée en deux parties. La première renfermait les éléments qui produisaient l'électricité, la seconde, le mécanisme qui transmettait le mouvement à l'hélice. Je fus surpris tout d'abord de l'odeur sui generis qui emplissait ce compartiment. Le capitaine Nemo s'aperçut de mon impression. Ce sont, me dit-il, quelques dégagements de gaz produits par l'emploi du sodium, mais ce n'est qu'un léger inconvénient. Tous les matins, d'ailleurs, nous purifions le navire en le ventilant à grand air. Cependant, j'examinais avec un intérêt facile à concevoir la machine du Nautilus. « Vous le voyez, me dit le capitaine Nemo, j'emploie des éléments Bunsen et non des éléments Ruhmkorff. Ceux-ci eussent été puissants. Les éléments Bunsen sont plus nombreux, mais forts et grands, ce qui vaut mieux expérience faite. L'électricité produite se rend à l'arrière, où elle agit par des électro-aimants de grande dimension sur un système particulier de levier et d'engrenage qui transmettent le mouvement à l'arbre de l'hélice. Celle-ci, dont le diamètre est de 6 mètres et le pas de 7 mètres, 50, peut donner jusqu'à 120 tours par seconde. Et vous obtenez alors une vitesse de 150 000 à l'heure. Il y avait là un mystère, mais je n'insistais pas pour le connaître. Comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance? Où cette force presque illimitée prenait-elle son origine? Était-ce dans sa tension excessive obtenue par des bobines d'une nouvelle sorte? Était-ce dans sa transmission qu'un système de levier inconnu pouvait accroître à l'infini? C'est ce que je ne pouvais comprendre. Capitaine Nemo, dis-je, je constate les résultats et je ne cherche pas à les expliquer. J'ai vu le Nautilus manœuvrer devant l'Abraham Lincoln et je sais à quoi m'en tenir sur sa vitesse. Mais marcher ne suffit pas. Il faut voir où l'on va. Il faut pouvoir se diriger à droite, à gauche, en haut, en bas. Comment atteignez-vous les grandes profondeurs où vous trouvez une résistance croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères? Comment remontez-vous à la surface de l'océan? Enfin, comment vous maintenez-vous dans le milieu qui vous convient? Suis-je indiscret en vous le demandant? Aucunement, monsieur le professeur, me répondit le capitaine, après une légère hésitation, puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin. Venez dans le salon, c'est notre véritable cabinet de travail. Et là, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le Nautilus. Chapitre 13. Quelques chiffres. Un instant après, nous étions assis sur un divan du salon, le cigare aux lèvres. Le capitaine mit sous mes yeux une épure qui donnait les plans, coupes et élévations du Nautilus. Puis il commença sa description en ces termes. Voici, monsieur Aronnax, les diverses dimensions du bateau qui vous porte. C'est un cylindre très allongé, à bout conique. Il affecte sensiblement la forme d'un cigare, forme déjà adoptée à Londres, dans plusieurs constructions du même genre. La longueur de ce cylindre de tête en tête est exactement de 70 mètres et son bot, à sa plus grande largeur, est de 8 mètres. Il n'est donc pas construit tout à fait au dixième comme vos steamers de grande marche. Mais ses lignes sont suffisamment longues et sa coulée assez prolongée pour que l'eau déplacée s'échappe aisément et n'oppose aucun obstacle à sa marche. Ces deux dimensions vous permettent d'obtenir par un simple calcul la surface et le volume du Nautilus. Sa surface comprend 1011 mètres carrés et 45 centièmes. Son volume 1500 mètres cubes et 2 dixièmes. Ce qui revient à dire qu'entièrement immergé, il déplace ou pèse 1500 mètres cubes ou tonneaux.
Lorsque j'ai fait les plans de ce navire destiné à une navigation sous-marine, j'ai voulu qu'en équilibre dans l'eau, il plongeât des 9/10 et qu'il émergeât d'un 10e seulement. Par conséquent, il ne devait déplacer dans ces conditions que les 9/10 de son volume, soit 1356 mètres cubes et 48 centièmes, c'est-à-dire ne peser que ce même nombre de tonneaux. J'ai donc dû ne pas dépasser ce poids en le construisant suivant les dimensions susdites. Le Nautilus se compose de 2 coques, l'une intérieure, l'autre extérieure, réunies entre elles par des fers en T, qui lui donnent une rigidité extrême. En effet, grâce à cette disposition cellulaire, il résiste comme un bloc, comme s'il était plein. Son bordé ne peut céder, il adhère par lui-même et non par le serrage dérivé. Et l'homogénéité de sa construction, due au parfait assemblage des matériaux, lui permet de défier les mers les plus violentes. Ces 2 coques sont fabriquées en tôle d'acier, dont la densité par rapport à l'eau est de 7/8. La première n'a pas moins de 5 cm d'épaisseur et pèse 394 tonneaux, 96 centièmes. La seconde enveloppe la quille haute de 50 cm et large de 25, pesant à elle seule 62 tonneaux la machine, le lest, les divers accessoires et aménagements, les cloisons et les étrésillons intérieurs ont un poids de 961 tonneaux, 62 centièmes, qui, ajoutés aux 394 tonneaux et 96 centièmes, forment le total exigé de 1356 tonneaux et 48 centièmes. Est-ce entendu? C'est entendu, répondis-je. Donc, reprit le capitaine, lorsque le Nautilus se trouve à flot dans ces conditions, il émerge d'un 10e. Or, si j'ai disposé des réservoirs d'une capacité égale à ce 10e, soit d'une contenance de 150 tonneaux et 72 centièmes, et si je les remplis d'eau, le bateau, déplaçant alors 1507 tonneaux ou les pesant, sera complètement immergé. C'est ce qui arrive, monsieur le professeur. Ces réservoirs existent en abord, dans les parties inférieures du Nautilus. J'ouvre des robinets. Ils se remplissent, et le bateau, s'enfonçant, vient effleurer la surface de l'eau. Bien, capitaine, mais nous arrivons alors à la véritable difficulté. Que vous puissiez affleurer la surface de l'océan, je le comprends, mais plus bas, en plongeant au-dessous de cette surface, votre appareil sous-marin ne va-t-il pas rencontrer une pression et par conséquent subir une poussée de bas en haut qui doit être évaluée à une atmosphère par 30 pieds d'eau, soit environ 1 kg par centimètre carré? Parfaitement, monsieur. Donc, à moins que vous ne remplissiez le Nautilus en entier, je ne vois pas comment vous pouvez l'entraîner au sein des masses liquides. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, il ne faut pas confondre la statique avec la dynamique, sans quoi l'on s'expose à de graves erreurs. Et il y a très peu de travail à dépenser pour atteindre les basses régions de l'océan, car les corps ont une tendance à devenir fondriers. Suivez mon raisonnement. Je vous écoute, capitaine. Lorsque j'ai voulu déterminer l'accroissement du poids qu'il faut donner au Nautilus pour l'immerger, je n'ai eu à me préoccuper que de la réduction du volume que l'eau de mer éprouve à mesure que ses couches deviennent de plus en plus profondes. C'est évident, répondis-je. Or, si l'eau n'est pas absolument incompressible, elle est du moins très peu compressible. En effet, d'après les calculs les plus récents, cette réduction n'est que de 436 dix-millionièmes par atmosphère ou par chaque 30 pieds de profondeur. S'agit-il d'aller à 1000 mètres? Je tiens compte alors de la réduction du volume sous une pression équivalente à celle d'une colonne d'eau de 1000 mètres, c'est-à-dire sous une pression de 100 atmosphères. Cette réduction sera alors de 436 cent millièmes.
Je devrais donc accroître le poids de façon à peser 1513 tonneaux 77 centièmes au lieu de 1507 tonneaux 2 dixièmes. L'augmentation ne sera conséquemment que de 6 tonneaux 57 centièmes seulement. Seulement, monsieur Aronnax, et le calcul est facile à vérifier. Or, j'ai des réservoirs supplémentaires capables d'embarquer 100 tonneaux. Je puis donc descendre à des profondeurs considérables. Lorsque je veux remonter à la surface et l'affleurer, je me suffit de chasser cette eau et de vider entièrement tous les réservoirs, si je désire que le Nautilus émerge du 10e de sa capacité totale. À ces raisonnements, appuyés sur des chiffres, je n'avais rien à objecter. « J'admets vos calculs, capitaine, répondis-je, et j'aurai mauvaise grâce à les contester, puisque l'expérience leur donne raison chaque jour. Mais je pressens actuellement en présence une difficulté réelle. Laquelle, monsieur? Lorsque vous êtes par 1000 mètres de profondeur, les parois du Nautilus supportent une pression de 100 atmosphères. Si donc à ce moment, vous voulez vider les réservoirs supplémentaires pour alléger votre bateau et remonter à la surface, il faut que les pompes vainquent cette pression de 100 atmosphères qui est de 100 kg par centimètre carré. De là une puissance que l'électricité seule pouvait me donner, se hâta de dire le capitaine Nemo. Je vous répète, monsieur, que le pouvoir dynamique de mes machines est à peu près infini. Les pompes du Nautilus ont une force prodigieuse, et vous avez dû le voir quand leurs colonnes d'eau se sont précipitées comme un torrent sur l'Abraham Lincoln. D'ailleurs, je ne me sers des réservoirs supplémentaires que pour atteindre des profondeurs moyennes de 1500 à 2000 mètres, et cela dans le but de ménager mes appareils. Aussi, lorsque la fantaisie me prend de visiter les profondeurs de l'océan, à 2 ou 3 lieues au-dessous de sa surface, j'emploie des manœuvres plus longues, mais non moins infaillibles. « Lesquelles, capitaine ?» demandai-je. « Ceci m'amène naturellement à vous dire comment se manœuvre le Nautilus. Je suis impatient de l'apprendre. Pour gouverner ce bateau sur tribord, sur bâbord, pour évoluer en un mot, suivant un plan horizontal, je me sers d'un gouvernail ordinaire à large safran, fixé sur l'arrière de l'étambot, et qu'une roue et des palans font agir. Mais je puis aussi mouvoir le Nautilus de bas en haut et de haut en bas, dans un plan vertical, au moyen de 2 plans inclinés, attaché à ses flancs sur son centre de flottaison, plan mobile, apte à prendre toutes les positions, et qui se manœuvre de l'intérieur au moyen de leviers puissants. Ces plans sont-ils maintenus parallèles au bateau? Celui-ci se meut horizontalement. Sont-ils inclinés? Le Nautilus, suivant la disposition de cette inclinaison, est sous la poussée de son hélice, ou s'enfonce suivant une diagonale aussi allongée qu'il me convient, ou remonte suivant cette diagonale. Et même si je veux revenir plus rapidement à la surface, j'embraye l'hélice et la pression des eaux fait remonter verticalement le Nautilus comme un ballon qui, gonflé d'hydrogène, s'élève rapidement dans les airs. « Bravo, capitaine !» m'écriai-je. « Mais comment le timonier peut-il suivre la route que vous lui donnez au milieu des eaux ?» Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture pour le moment de ce fabuleux livre. J'espère que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et une très bonne matinée pour certains.